Ok, ça devrait fonctionner. Ok, donc je vais commencer par présenter nos deux intervenants et ensuite, je vais leur laisser la parole. So we have... ok, je peux pas faire ça, je vais donc switcher de fenêtre. We have Shira Abramovic, who is a traductrice informaticienne et poète diplômée de l'université de Brown aux États-Unis, où elle est actuellement, elle est à New York actuellement, et elle a étudié les points d'intersection entre les langues et les langages écrits et l'informatique. Elle a cofondé le collectif Connexion Limitée, Limited Connection, avec Lénaïque Pariou, Camille Blanc et Nadia Wouf en 2019. Ses poèmes ont paru notamment dans Journal Magazine et The Adrott Journal, et son œuvre poétique a également reçu les prix Claudia Ann Seaman et Edwin M. Honig. Et donc sa camarade, Lénaïque Pariou, est chercheuse, traductrice et poète, et elle prépare actuellement une thèse en poésie contemporaine à l'Université Paris 8 sur la maison d'édition Orange Export Limited. Initiatrice du festival Poétesse, Paris-Mai 2021, et co-directrice de la revue Point de Chute, elle a cofondé en 2019 le collectif de traduction, donc Connexion Limitée, Limited Collection, avec lequel elle traduit de la poésie états-unienne en français. La traduction de Monica de la Torre, The Happy End, Bienvenue à tous, est parue aux éditions Joe Casaria en juin 2022, et leur traduction d'Eleni Sikalianos, je sais pas si je prononce bien, paru en novembre 2022 aux éditions L'Usage. Ces poèmes paraissent en revue. Et donc, on va le mettre, je vais mettre tout de suite dans le chat le lien vers le site du collectif. Et voilà, je vous laisse du coup la parole, Lénaïque, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Tiffany, pour cette présentation, et merci à toutes et tous de nous accueillir aujourd'hui pour cette séance. On est très heureuse d'être là et de participer à ce beau séminaire. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on a appelé le riche oubli, traduire Adrienne Rich en France aujourd'hui. Comme l'a dit Tiffany, la séance va prendre va s'articuler, disons, en deux temps. D'abord, la présentation un peu générale de notre projet de traduction. Et ensuite, dans une deuxième partie, la partie atelier, où on aimerait pouvoir en fait interagir avec vous tous et toutes sur des parties, disons des exemples un peu précis de notre traduction qui nous ont interrogés et qui ont touché à cette question de la traduction des voix minoritaires, notamment de la question de la traduction du genre dans ce recueil et du lesbianisme. Donc, dans un premier temps, la présentation qui passera donc en trois étapes. D'abord, la présentation de l'œuvre d'Adrienne Rich et de sa réception états-unienne. Ensuite, la réception et la traduction française de l'œuvre de Rich et les enjeux de traduction du recueil, en particulier The Dream of a Common Language, le rêve d'un langage commun, qui nous a occupés, donc qui nous occupe, disons, depuis 1 an et demi. Voilà, donc pour commencer, une présentation. Et peut-être que je devrais ajouter, si vous souhaitez poser des questions, on a réservé un moment entre la présentation et l'atelier où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Sauf si, évidemment, il y a une question très urgente, et dans ce cas, vous pouvez nous interrompre, c'est aussi possible. Bon, merci Lénaïque. Moi, je vais parler de l'œuvre d'Adrienne Rich et sa réception aux États-Unis. Je vais passer en anglais parce que je suis états-unienne. Alors, next slide, please. So today, Adrienne Rich is remembered alongside her living and past contemporaries, such as Audre Lorde, who you can see here on the right, Marilyn Hacker, and Susan Sontag. In Theory and Criticism, she is known for her essays, which she began to publish in the 1970s, beginning with Of Woman Born, which is a collection of essays on motherhood, which was published in 1978. Because Rich refuses to celebrate politics and art, her poetry, too, is rife with cutting observations about the political world. Next slide, please. One of her most quotations comes from this 1989 poem, The Burning of Paper Instead of Children. She writes, "This is the oppressor's language, yet I need it to talk to you." Ou en français,
C'est cela la langue de l'oppresseur, et pourtant j'en ai besoin pour te parler. Et je note que c'est une traduction aussi de notre collectif. This quotation, like much of Rich's poetry, contains theory in itself and was further popularized when Bell Hooks quoted it in her 1994 book, Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom. Poetry as theory and theory as poetry. Adrienne Rich wrote both. Next slide, please. Rich, however, was not always a radical. She began her literary life as a serious lyric poet in the style of William Butler Yeats or W.H. Auden. Her first book, A Change of World, which you can see here on the left, was published in 1951 and recently republished while she was still an undergraduate at Harvard's Radcliffe College. After Radcliffe, she went on to marry Alfred Conrad and have 3 children, continuing to write, but with difficulty, as a wife and as a mother. It was only in the 1960s and 1970s, living in New York, that Rich's traditional attitudes about gender and life and society began to change. By the late 1960s, she was participating actively in the movement against the Cold War and the Vietnam War. She separated from her husband, and after he passed away in 1970, came out as a lesbian in the early 1970s. She began thinking of herself as a feminist, a term she had shunned in her earlier years. This transformation also reflected the radicalism of the decade in the United States, as social movements such as the Black Panthers or the movement to pass the Equal Rights Amendment grew in force. It was during this time that Rich began writing the essays and poems which remain fundamental texts to feminist theory and justice movements in the US and beyond. Crucially, though, we in the US remember Rich as a poet first and an essayist second. This may be because, as Rich wrote herself in her essay, Blood, Bread, and Poetry, the US is a country where the possible credibility of poetry is not even seriously discussed. In other words, poetry is not taken seriously as a political or social force. But it is also certainly because of the vast amounts of poetic work that Rich produced that we remember her first and foremost as a poet. Over the course of her literary career, which was nearly 70 years long, Rich published 24 collections of poetry. As I mentioned, her first book was published while she was an undergraduate in 1951. Meanwhile, her last full collection, Tonight No Poetry Will Serve, was published in 2010. The Poetry Foundation of America notes that when she passed away in 2012, she was among the best respected American poets. As Rich herself insisted over the course of her lifetime, though, Rich the essayist and Rich the poet are inseparable. She wrote at length about the impossibility of separating the political and the poetic, the personal and the artistic, and published a collection exclusively on that theme, A Human Eye, Essays in Art and Society, in 2009. Next slide, please. In her essay, Permeable Membrane, she wrote, "There's a permeable membrane between art and society, a continuous dialectical motion. The matter of art enters the bloodstream of social energy." She lived this notion out as a poet, a writer, and an activist, but also as a person of public prominence. Beginning in the 1970s, Rich used her position as a respected poet to make political statements. Next slide, please. She famously made a speech on behalf of the women's movement at the 1974 National Book Award in the name of all women, alongside 2 other nominees, Audre Lorde and Alice Walker. She said, "We believe that we can enrich ourselves more in supporting and giving to each other than by competing against each other, and that poetry, if it is poetry, exists in a realm beyond ranking and comparison. We symbolically join together here in refusing the terms of patriarchal competition and declaring that we will share this prize among us to be used as best we can for women." In this way, she rejected the award on behalf of her own book and instead accepted it on behalf of all women and the social movement that she was a part of. Next slide, please. In 1997, she refused the National Medal for the Arts, which was the highest honor that a US official can give for achievement in the arts, writing, "I could not accept such an award from President Clinton or this White House because the very meaning of art, as I understand it, is incompatible with the cynical politics of this administration."
That refusal exemplified Rich's attitude towards poetry and its place in the world, which is to say that it was an inseparable part of her political existence, and meanwhile, that her political existence was expressed through poetry. Next slide. Donc la réception en fait de l'œuvre d'Adrienne Rich aux États-Unis se fait quand même principalement par sa poésie, et c'est comme ça qu'on s'en rappelle, même si elle est aussi connue pour ses essais. Et il est intéressant de voir qu'en France, c'est en fait le phénomène inverse qui va se passer. Donc j'en viens au point numéro 2, réception et traduction de l'œuvre d'Adrienne Rich. Donc je voulais, pour m'appuyer, appuyer mon propos, d'abord parler de la source principale pour notre travail, qui est la thèse de Charlotte Blanchard, réception et traduction de la poésie d'Adrienne Rich en France, qui a été soutenue en 2019 et qui est disponible sur le site des Archives ouvertes, HAL, et qui est la référence sur la question. Donc on vous y renvoie chaleureusement. Et Adrienne Rich a également, quelques poèmes d'Adrienne Rich ont été traduits par Charlotte Blanchard dans l'anthologie de poésie féministe états-unienne, publiée aux éditions Cambourakis, Je transporte des explosifs et on les appelle des mots, dont j'ai mis la couverture sur le slide. Charlotte Blanchard, nous la citons aujourd'hui parce qu'elle nous a aussi relus dans notre traduction, et notre traduction s'est faite en dialogue avec elle. Et c'était assez intéressant parce que du coup, on a pu vraiment bénéficier aussi des intérêts, des découvertes qu'elle avait faites dans son travail de thèse, dans la manière dont elle avait analysé les traductions existantes, et en interrogeant un peu quels étaient les points aveugles, les difficultés de ces traductions existantes. D'abord, donc, la réception de Rich à l'étranger en général, en dehors des États-Unis, en fait, c'est une réception qui allait assez vite. Dès la fin des années 70, l'œuvre poétique de Rich et son œuvre théorique sont traduites dans de nombreuses langues, des langues à la fois majeures et mineures. Donc, à la fois l'espagnol, l'allemand, l'italien, le néerlandais, le coréen, le polonais, le croate, le slovène, le japonais, le norvégien, le chinois, le catalan et le basque. On voit donc que dans cette liste, le français n'apparaît pas. Le premier texte de Rich paru en France date de 1981. C'est un bref essai, mais qui est néanmoins un de ses essais majeurs, La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne. La réception tardive de l'œuvre de Rich se fait principalement par le biais de son œuvre théorique en France. D'abord, on note donc la publication d'essais isolés en revue, donc ce fameux essai « La contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne » en 1981, dans une traduction de Christine Delphi et d'Emmanuel de Lesseps, qui paraît dans le premier numéro de la revue Nouvelles questions féministes. Et ensuite, d'autres essais qui vont être traduits petit à petit au fil des années dans le monde francophone. Mais il faudra attendre 2010, donc ce qui est extrêmement tardif, pour que soit publié vraiment un recueil d'essais de Rich, en tout cas une anthologie d'essais de Rich, La contrainte à l'hétérosexualité et autres essais, aux éditions Mamélis, et donc chez une éditrice suisse. En fait, l'histoire de la réception de Rich en France, de la poésie de Rich en France, est une histoire qui peut s'apparenter comme ratée, ou du moins différée ou tardive. Jusqu'en 2019, uniquement une poignée de poèmes isolés ont été traduits en France en revue. En 2019, Charlotte Blanchard compte 15 poèmes de Rich traduits en français au total, dont certains ont été traduits plusieurs fois, les plus connus généralement. Et la plupart des traductions de Rich ont été faites par des femmes. Par ailleurs, parmi ces traductions, on note un certain nombre de mauvaises traductions, ou de traductions qui laissent à désirer sur certains points. Certaines traductions invisibilisent le féminin par l'usage d'un masculin à valeur neutre, ou invisibilisent la dimension lesbienne de l'œuvre. Par ailleurs, la publication d'une anthologie des poèmes n'aura lieu qu'en 2019, donc après la mort d'Adrienne Rich. Il s'agit du recueil « Paroles d'un monde difficile », publié aux éditions La Rumeur Libre, et dans une traduction de Chantal Bizzini.
En fait, l'histoire de ce recueil est un peu particulière et Charlotte Blanchard le retrace dans sa thèse. Ça faisait un moment que Chantal Bizzini voulait publier ce recueil, mais elle avait réuni les poèmes en dialogue avec Adrienne Rich, et Adrienne Rich trouvait que la qualité de la traduction n'était pas suffisante. Et donc, en 2023, à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe aucun recueil de Rich qui n'a été traduit en entier. Il existe donc uniquement cette anthologie qui rassemble un certain nombre de poèmes. C'est de là donc qu'est né notre projet, du désir de traduire vraiment un recueil pour retracer aussi tout le travail de construction de Rich, poète, au sein de l'objet livre. Donc rapidement, pour énumérer peut-être les différentes raisons pour lesquelles cette absence de traduction de la poésie d'Adrienne Rich peut sembler étonnante en France. Alors évidemment, la reconnaissance considérable dont a parlé Shira aux États-Unis et dans de nombreux pays de l'œuvre de Rich, tous les prix qu'elle a reçus. Par ailleurs, pour ce qui est de la France, ce qui est particulièrement étonnant, c'est que Rich parlait français, que depuis en fait son adolescence, elle avait traduit des poètes français en anglais, et elle entretenait depuis les années 70 une correspondance avec certaines des féministes du mouvement de libération des femmes, dont notamment Christine Delphi, Emmanuelle de Lesseps et Monique Wittig. C'est d'ailleurs pourquoi, toutefois, le premier texte qui est publié est dans une traduction de Christine Delphi et Emmanuelle de Lesseps. Par ailleurs, son œuvre a figuré au programme de l'agrégation d'anglais en 1991. Il existe une monographie en français sur son œuvre, celle de Marie-Christine Le Mardelet, intitulée Cartographie du silence et qui date de 1996. Et enfin, Adrienne Rich est venue en France pour une lecture en 2006. Par ailleurs, le contexte français est favorable à la traduction et la réception de la poésie états-unienne en France, qui est une des plus traduites à ce moment-là. Malgré tous ces éléments, on peut donc constater que la poésie d'Adrienne Rich n'a toujours pas été traduite en France, à l'exception de cette anthologie. Et pour formuler donc quelques hypothèses qui sont donc les hypothèses de Charlotte Blanchard dans son travail, il y a évidemment le fait que la poésie est moins traduite que les autres genres, qu'au sein de cette poésie traduite, il y a évidemment une minorité de femmes, mais également le fait que l'œuvre poétique de Adrienne Rich est marquée par son engagement féministe radical et que en fait, la réception du féminisme, et notamment du féminisme états-unien en France, a été particulièrement complexe, et surtout dans les années 80, dans un contexte d'hostilité au féminisme radical. Venons-en donc aux enjeux de la traduction française du Dream of a Common Language. Et avant qu'on discute un peu des enjeux, on va aussi présenter un peu le recueil et je vais passer encore une fois en anglais. So earlier I spoke a bit about the 1970s and how they were a pivotal decade for Adrienne Rich. They were the decade where she came out. She had recently, come out as a lesbian and had begun exploring, shall we say, the lesbian scene of New York, which was also in a period of development, shall we say. There were these intellectuals such as Audre Lorde and Susan Sontag and many more who had begun to be more outspoken. In the earlier part of the decade, she was actually in a relationship with Lily Engler, who was a psychologist and had formerly been in a relationship with Susan Sontag. And that relationship would later inspire the section 21 Love Poems, which was independently published by the press Effie's Press in 1976, so 2 years before The Dream of a Common Language was published. By this time in the 1970s, Rich was already a poet of widespread acclaim. I mentioned that she won the National Book Award in 1974. She had already been winning prizes since 1951 when she published her first book. However, as she grew as a feminist and as an activist, public attitudes towards her work shifted. There was, of course, that speech at the National Book Awards with Audre Lorde and Alice Walker. After winning that award, which is one of the largest awards, the most prestigious awards in the United States that a book can receive, certainly a book of poetry,
One would expect a poet to be highly read and highly publicized and very much celebrated in the public sphere. However, when The Dream of a Common Language was published in 1978, so 4 years after the winning of the National Book Award, it came out pretty unexpectedly to silence. It took several months and a great deal of pestering by Rich herself for a review by the author, the Canadian feminist author, Margaret Atwood, to appear in the New York Times Book Review. Rich suspected, perhaps correctly, that this initial silence about the collection was in retaliation for her activism at the National Book Awards. This collection was also the first of hers to be explicitly and unambiguously feminist. It was, in a way, her coming out collection with the inclusion of the 21 love poems. Next slide, please. The collection really spotlights women, both named and unnamed, both near and far, from the Soviet mountain climber Elvira Shatayev, who led a group of women climbers and died in a freak storm in 1974, to the German friends, artists, and possible lovers, Paula Becker and Clara Westhoff, to unnamed women who care for children, mine natural resources, and love one another. Throughout the collection, we see Rich attempting to document brave lives for women and dedicating her poetry to other women, such as Audre Lorde or her sister, Cynthia, in an attempt to help other women see themselves and live more fully. It was around this time that Rich began forcing any men in her audience to depart before readings, leaving only women in the room. Unlike her earlier years, when she truly sought men's approval above women's, she wanted to talk directly to women and to women only. This radical bent is very much reflected in her poetry, and it was crucial to the ways we thought about translating this work, which I'll let Lénaïque discuss. Yeah. Donc, ce qui était particulièrement intéressant pour nous dans le choix de ce recueil, c'était que, donc évidemment, c'est un des recueils de Rich qui est très important, mais c'est principalement son recueil Coming Out. C'est la première fois qu'elle va parler donc dans les 21 Love Poems qui paraissent en 1976 et qui constituent ensuite la section principale du Rêve d'un langage commun. C'est la première fois que Rich parle explicitement de ses amours féminins. Et donc, ça nous semblait intéressant, si cette traduction paraît sous forme de livre, ce qu'on espère, que le premier livre qui paraisse en France soit aussi ce livre-là. Par ailleurs, donc pour terminer cette présentation du recueil et pour vous permettre un peu cette mise en contexte de ce travail de traduction qui nous amènera à l'analyse d'exemples dans l'atelier, il est important aussi d'indiquer que donc, tout ce travail sur le féminin et sur la féminisation qui est à l'œuvre dans ce recueil s'inscrit également dans une réflexion assez globale sur la question du langage, comme l'indique le titre, The Dream of a Common Language, le rêve d'un langage commun. Et ce mot language revient de manière récurrente dans le recueil, dans un très grand nombre de poèmes et dans des occurrences qui sont assez diverses, dont j'ai mis ici 2 exemples intéressants, mais il y en a d'autres. Le premier exemple est extrait donc, du poème d'amour numéro 13. Nous sommes dans un pays qui n'a pas de langage, pas de loi, et quelques vers plus loin. Tout ce que nous faisons ensemble est pure invention. Les cartes qu'on nous a données n'étaient plus à jour depuis des années. Donc, dans ce passage-là, comme dans beaucoup des poèmes d'amour, donc de la section principale, Rich s'adresse à son amante à travers un « you » qui a une dimension assez intimiste. Ici, on peut avoir l'impression que le pays qui n'a pas de langage, c'est justement celui du lesbianisme, ou en tout cas d'une existence hors norme qui doit réinventer les manières de s'aimer. Mais dans d'autres endroits, le langage peut s'interpréter totalement différemment. Un peu plus loin, on a une voix de femme qui chante d'anciennes chansons avec de nouveaux mots. Et le deuxième exemple que j'ai donné, c'est dans le dernier poème du recueil, Transcendental Etude. Personne qui a survécu pour parler un langage nouveau n'a évité cela, l'arrachement d'une force ancienne qui la maintenait enracinée dans un sol ancien, le ton d'une solitude totale où elle-même et toutes ses créations semblent également dispersées en apesanteur, devenant un cri dont aucun écho ne revient ou ne pourra jamais revenir.
donc un langage nouveau, personne qui a survécu pour parler un langage nouveau. Donc, on a l'impression, en tout cas, qu'il s'agit de réinventer un langage, que ce soit un vrai langage ou un langage métaphorique, un langage qui soit probablement hors norme, qui peut être un langage qui inclut les femmes et les personnes non hétérosexuelles, comme en fait au moment où elle écrit Le rêve d'un langage commun, au moment où paraît Le rêve d'un langage commun, en 1978, elle est déjà en train d'écrire son essai majeur sur la contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne. Donc peut-être que ce langage commun, en tout cas par moment, on a l'impression que c'est un langage qui inclurait les femmes, mais c'est en tout cas le sens varie dans les différentes occurrences au sein du recueil. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a cette interrogation tout au long du recueil sur la question du langage et la manière de le féminiser, comme on va le voir dans les remarques qui suivent. On a listé de manière un peu sous forme de résumé les challenges, les défis principaux que nous ont posés cette traduction, dont le défi principal restera la traduction du genre, mais voilà, on a évoqué rapidement les différents défis. D'abord, la question du registre de langue. En effet, il y a ce biais des traductions de poésie en français qui parfois ont tendance à traduire dans un registre trop élevé ou dans un langage trop fleuri, trop soutenu, et qui est notamment remarqué par Charlotte Blanchard dans son analyse des quelques poèmes de Rich qui ont été traduits en français. Donc c'est quelque chose, c'est une remarque, un point à laquelle on a essayé d'être attentif dans notre traduction, de garder ce ton relativement intimiste que peut avoir Adrienne Rich dans le recueil, et qui nous semble aussi important parce qu'en fait, il est bien sûr voulu de la part d'Adrienne Rich parce que c'est une universitaire, elle a étudié dans les plus grandes universités, elle a un langage qui peut tout à fait être très soutenu, mais ce n'est pas ce registre de langue-là qu'elle choisit d'adopter dans ce recueil. Et donc, ce ton intimiste s'exprime notamment par l'usage du you, l'adresse à l'amante, et la question, ça pose la question de la traduction du oui. On a beaucoup alterné entre nous et on, et puis la traduction des dates entre ça et cela. Ensuite, le deuxième défi de traduction, ça a été la question de la cohérence globale du recueil, et c'est là où ça nous semblait aussi important de traduire un recueil de Rich en entier. C'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, le recueil était construit de manière très précise avec toute une série de phénomènes d'écho qui tissent d'une certaine manière les parties entre elles. Il y a un certain nombre de métaphores qui sont filées tout au long du recueil, et notamment la métaphore du tissu, du fil, du réseau, du patchwork, qui revient sous diverses formes, soit à travers des images comme les images de la couverture du patchwork ou les images du fil de l'araignée, qui sont toutes en fait aussi des métaphores du lien qui peut être tissé entre ces différentes femmes évoquées dans le recueil. Et j'ai mis sur la slide l'image de la couverture du livre de Marie-Christine Lemardelais, Cartographie du silence, pour lequel elle a choisi justement comme photographie de couverture l'image d'un patchwork. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a toute une série comme ça de réseaux métaphoriques dans le recueil qu'on a essayé de bien conserver à la traduction. Et également la récurrence de certains termes. Et là, j'ai juste pris comme exemple l'exemple du préfixe un en anglais, qui est quelque chose qu'elle travaille de manière très présente en fait dans tout le recueil, d'ajouter ce préfixe à un certain nombre de verbes qui sont plus ou moins usités en fait, de and do à and build, and fathom, and learn. Enfin, j'en viens à donc, la question qui nous intéresse le plus ici, la traduction du genre, et que l'on va traverser dans l'atelier. Mais donc, un des enjeux principaux, c'est la féminisation d'un grand nombre de termes dans ce recueil par Adrienne Rich, notamment par l'usage en anglais des pronoms she, her, herself. Je n'ai mis ici qu'un exemple, parce qu'on en verra d'autres dans l'atelier. Un exemple extrait donc, du poème Natural Resources. Donc, the rainbow laboring to extend herself, where neither man nor cattle understand.
Donc ici, c'est l'arc-en-ciel qui devient féminin grâce à l'usage du pronom herself. Et en fait, c'est un phénomène qui s'applique à la fois aux personnes, aux animaux et donc aux choses dans le recueil. Ensuite, une deuxième chose que l'on a remarqué dans l'usage du genre dans ce recueil, c'est une féminisation qu'on pourrait appeler à retardement des neutres. Je m'explique. En fait, dans ce recueil, et Charlotte Blanchard a montré que c'était vrai dans d'autres recueils, par exemple dans Diving into the Wreck, Adrienne Rich commence ses poèmes par des usages de neutres qui, au fur et à mesure du poème, vont s'avérer être explicitement féminins. Mais elle conserve une espèce de suspense, une espèce de temps de latence au début du poème où on ne sait pas en fait si la personne est une femme ou pas. Et c'est quelque chose qui s'illustre dans The Dream of a Common Language, notamment dans l'usage des titres. Par exemple, le poème intitulé To a Poet, à une poète, on l'a traduit comme ça, qui en fait renvoie à une figure maternelle, donc une figure explicitement féminine dans le poème. Également pour le poème Sibling Mysteries, où en fait Adrienne Rich va parler de la relation avec sa sœur et la relation des deux sœurs à leur mère. Et par ailleurs, le poème est très explicitement dédié à CR, qui est en fait sa sœur Cynthia Rich. Donc évidemment, cette question de neutre qui deviennent féminins pose la question de comment garder ce suspense. Est-ce qu'on peut le garder? Et le premier point, c'est évidemment la question de la traduction des neutres en français qui vont très souvent ne pas pouvoir rester neutres. Voilà. Pour un premier panorama de ce projet de traduction, je propose qu'on prenne un temps maintenant, si vous voulez, si vous avez des questions pour échanger là-dessus avant de plonger un peu davantage dans le texte avec l'atelier. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation vraiment claire et complète, non seulement sur les défis de traduction, mais aussi sur l'œuvre et la vie d'Adrienne Rich. C'était très riche comme présentation. Merci beaucoup. Et effectivement, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez les poser par le chat si vous voulez, ou sinon, n'hésitez pas à prendre la parole. Pas la peine de lever la main. Il y a des questions? Tout le monde attend l'atelier. Je peux peut-être commencer avec ma question dont Oui. on avait parlé tout à l'heure, mais je demandais au début de la rencontre à Lénaïque et Shira comment le réseau s'était constitué, qu'est-ce que ça donne de travailler en collaboration, pourquoi ça se justifie bien dans le cas de ce corpus ici. Vous avez des... Je peux commencer si tu veux, Léna. Je vais répondre en anglais parce que c'est un peu plus simple pour moi, mais si c'est pas clair, vous pouvez toujours me demander de switcher en français. So we've been working as a collective for, I guess, almost 4 years now, with, collaborative translation. And I think that when we work collaboratively, so the way we generally work is we have one poem or we pick a section of the text to work on independently, and then we come together and meet and really go line by line through the poem and resolve differences and talk about, why did we see these differences? And it is actually very helpful to have both someone who is sort of US educated and US centered and someone who is French educated, French centered in this conversation, especially in poetry. There's been so many moments where we have misunderstood each other across languages, and that discussion has helped us resolve that. I think within the Dream of a Common Language specifically, the first thing I'll say is that because Adrienne Rich found her identity so crucial to this work, I think it was very important to us, as two women, queer translators. I'm Jewish, much like Adrienne, to kind of keep that in mind and keep in mind ourselves as translators in relation to the work. And the second thing is that it really enabled us to think about these theoretical resonances. Everything that we're talking about and everything that we're presenting in this presentation, they're all
ideas that came up while we were working on the translation, which isn't something that necessarily happens when you're working alone on a translation. I've translated books myself before, and I definitely did not have as deep of a theoretical or global understanding of the work that I was translating as when we translate in this way. Oui, je pense que tu as dit le principal. Ce qui était important pour nous au début du collectif, c'est qu'on était toutes des personnes qui écrivaient, et c'est aussi comme ça qu'on était venus à la traduction, parce qu'on avait commencé à écrire ensemble, et c'est comme on était états-uniennes et françaises, très rapidement, on a commencé aussi à traduire, parce qu'on passait d'une langue à l'autre, et on était toutes des personnes qui se reconnaissaient pas, en tout cas dans les normes dominantes. C'était assez important pour nous, du coup, de se dire qu'on allait traduire des femmes, des personnes queer et des personnes qui étaient moins visibilisées en poésie. Et donc, il me semble que ce projet de Reach s'inscrit là-dedans, parce que évidemment, Reach est très connu et visibilisé aux États-Unis, mais ça nous semblait en fait être une lacune qu'elle ne soit pas disponible en France. Et voilà, je crois que c'est de là qu'est né le projet. Et en fait, c'est notre premier projet qui n'est pas contemporain. D'habitude, on traduit en dialogue avec des autrices. Et là, c'était vraiment, je pense, parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas traduit et qu'on s'est dit que c'était vraiment que ça manquait. Et c'est pour ça qu'on s'est attelé à cette tâche. Est-ce que vous traduisez également vers l'anglais ou c'est uniquement de l'anglais vers le français? Ouais, on a traduit, oui, on a traduit vers l'anglais. On a traduit notamment un recueil de Laura Vasquez, mais qui est en recherche de traductrice aux États-Unis pour l'instant. D'éditrice, c'est ça? Oui, pardon, d'éditrice. Oui. Et du coup, le fait d'avoir des personnes natives dans les deux langues, comment est-ce que ça vous aide ou enrichit en tout cas le processus de traduction? Bon, à mon avis, la poésie, the poetry is a form of writing that is almost inseparable from the language that it comes from. And so having both someone in the native language and someone in the target language allows us to see resonances that I think even with a very developed understanding of the source language, one might not otherwise see. I think that is the primary thing that I think it adds. And also having studied, my degree focused a lot on US specific poetry. So having a really good sense of the lineage that poetry comes from and the lineage into which we fall, of which Adrienne Rich is of course part, I think is really important to keep in mind, and that having native speakers really helps with. I would say also in terms of of course, knowledge of history of poetry in the US or this kind of thing, and in France, but also in terms of just cultural knowledge about the country and the references. And I was just going to say that often I feel that when I work on projects collaboratively with people or with a person with the opposite mother tongue for me, I often find that even I mean, sure, there is the idea that as a native you might pick up on more things in the original text, but maybe it's just me and my lack of close reading skills. I don't know, but often I find that the other person actually picks up on more things or different things from what I would. And so I feel like the language pairs is super important, but I also think that, as you're saying, it's all of these other skills that are kind of embedded in your profile that come into play. And I think it's really interesting. Also, the fact that you're individual writers as well. I'm curious to know how that influences your translation, your translating style as well, trying to negotiate between all of these individual voices that you have as writers in your own right, and also reproducing the original author's voice. It's super fascinating, especially, I mean, you mentioned just before we started that you have an upcoming project with 5 translators, which seems really, really interesting and maybe also very difficult to manage.
Oui, je sais pas. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ou autre? Oui, Camille, tu veux poser une question? Yeah. I'll try and ask it in English. If I can't find my words, I'll try and find French words. But you were saying, Shira, that Rich's poetic and political works were inseparable in her thought, like in her own like theory. And I was wondering if you two read her essays in the process of translating her poetry and how it potentially helped you understand concepts in her poetry? And also, did you read the French translations of her essays, which were already published? And did it help you? Did it inspire you to potentially retranslate the essays, see the flaws in the translations or something like that? I can say that when we first started translating, I mean, I had read some of Rich's work prior, but I primarily was focusing on this work, which is, kind of interesting. Even I sort of separated this poetic work from the body of her theoretical essays. But certainly when we were kind of deeper into the project of translation, both of us read this newer biography of Adrienne Rich by Hilary Holiday that came out recently, that is called The Power of Adrienne Rich. And reading that was a very interesting experience, having just spent several months inside her poetic work, because it felt like reading it, it's like someone that you met later in life that you're finding out about their early life and how they became the way that they are now. I personally have actually not read her essays in translation into French, but I know Lénaïgue has, and maybe you can speak more to that. Yeah, I think to me it was really interesting to read both. And at the beginning, I have read some of them, like mainly the one which were published in the anthology, Mama Mélis, donc la contrainte à l'hétérosexualité et l'existence lesbienne. But then we also realized that how difficult it is actually to also understand her poetry and the evolution of it without this theoretical thought. I mean, we can always read them separately, but it also, like, for example, this focus on feminism and then lesbianism in this book is of course linked to the fact that at that moment she's also writing the other essays on lesbianism. Et je pense aussi sur, par exemple, la question de la judéité. C'est quelque chose qui vient en fait plus tard dans l'œuvre de Rich et dans sa vie, en fait, comme réflexion plus construite. Et peut-être que Shira pourra plus en parler, mais c'est aussi quelque chose qui va apparaître à la fois dans ses essais et dans sa poésie de manière plus tardive. Donc, globalement, il y a vraiment une chronologie qui s'articule à la fois d'un point de vue théorique et poétique. Et donc, je pense que oui, enfin, moi, ça m'a quand même vraiment aidé de lire les deux ensemble, même si c'est pas ce que j'avais fait au premier abord non plus. Voilà. Oui, cette question de chronologie est vachement intéressante parce que ce que je pense que j'ai pas compris avant de faire ce projet avec Lénaïgue, c'est que étant une personne qui a écrit et qui a créé de la poésie et des essais, et de la théorie et tout au long de 70 années, on va dire, qu'elle change beaucoup pendant sa vie. Like, it's so interesting that she was not at all a feminist in her early works. Like, she really did not like the term, and she did not use the term, and she wanted the approval of men above all at the beginning. And this is kind of a turning point in that. So I think that was a process of discovery for me as well. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à la partie atelier, si ça vous va.